Alors. Donc. La mesure de réduction des vitesses maximales autorisées de 90 à 80 km/h, donc il faut relativiser la portée, notamment en termes de perte de temps, ça fait pas grand-chose. Non, on va pas se raconter de blagues. Sur le fond, sur le sujet, il faut qu'on agisse et j'ai aucune hésitation sur le fait qu'il faut qu'on agisse. Sur le contenu des mesures et sur leur perception, c'est évidemment assez largement impopulaire. L'histoire que je vais vous raconter commence 312 jours avant la date officielle. La première série de mesures consiste à baisser la vitesse sur les routes. Les mesures de rupture sont les plus efficaces. Baisser la vitesse constitue de toute évidence une mesure de rupture et donc une mesure nécessaire. La France des territoires se sent ciblée. Je m'appelle Leandro, je suis maçon terrassier dans le bâtiment. Je suis la personne qui a créé les groupes Colère avant les Gilets jaunes en France. Ce premier groupe Colère, cet ancêtre des Gilets jaunes, n'aurait jamais vu le jour sans Internet et un forum très populaire en Dordogne consacré au vide-grenier. Quand on regarde sur Facebook, les premiers groupes qui intéressent les gens, c'est les groupes de vente. Vide-grenier 24, Vide-grenier Bergerac. Je me suis mis dans leur groupe pour parler de moi un petit peu et parler du groupe surtout. Au début, c'était les 80 km/h, la hausse du carburant. Mais après, les gens ils ont commencé à parler d'eux, leurs problèmes, leur retraite qui baissait, etc. J'ai dû avoir 13 ou 14 000 personnes en 15 jours. Quand je suis arrivé ici à Périgueux, à la préfecture, avec un copain, on est arrivé, on a demandé qu'on voulait faire une déclaration sur une manifestation. La dame, elle nous a reçus et elle nous avait demandé le nombre de personnes qu'on serait. Et j'ai dit peut-être 500, peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000. Et la dame, je me souviens, elle avait rigolé. Parce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Elle nous a pris pour des rigolos. Et le 27 janvier, quand j'ai donné rendez-vous à la préfecture ici, ça a été un carnage. Vous en avez marre? C'est maintenant! C'est des taxes sur tout, c'est des limitations de vitesse qui... non, hein, ça devient insupportable. Hein. Ici à Nancy, les gens vont se faire entendre, comme à Périgueux, comme à Lyon, comme de partout, comme à Toulon, comme de partout, voilà, on en a gros. Dans ces territoires-là, sans voiture, on ne fait rien. Et donc, cette mesure a été prise comme, quelque part, à la fois syndrome d'une déconnexion, mais aussi une attitude assez vexatoire. Quelques mois plus tard, le porte-parole du gouvernement, à l'époque, Benjamin Griveaux, dira « La France qui roule au diesel et qui fume des clopes, ce n'est pas cette France que nous voulons pour le XXIe siècle. » Il y a tout un ressenti de la part de ces populations qui eh bien, s'estiment victimes d'un mépris social. 10 mois donc avant le début officiel du mouvement des Gilets jaunes, ces groupes Colère organisent déjà la révolte dans 27 villes. De Vannes à Albi, d'Épinal à Castres. Les médias régionaux en parlent, mais pas la presse et les télés nationales. Je pensais pas que ça allait aller si loin. Je pensais que ça aurait été resté vraiment petit, mais pas à travers la France. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc j'ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Je suis Jacqueline Moureau, je viens du Morbihan et je suis l'étincelle du mouvement des Gilets jaunes. Jacqueline Moureau habite Boal, dans le Morbihan. Une auto-entrepreneuse de 52 ans. Qu'est-ce qui m'a fait démarrer ça? C'est l'intervention de François de Rugy chez Jean-Jacques Bourdin le 18 octobre 2018. Est-ce que, compte tenu de l'augmentation des prix du pétrole, vous allez geler les taxes prévues pour l'année prochaine sur l'essence et le gazole? Non, on a fait une opération en toute transparence, ça a été voté l'année dernière, de dire voilà quelle est la trajectoire sur 5 ans. Et en effet, c'est une trajectoire à la hausse parce que nous considérons que c'est un moyen... Vous ne remettez pas en cause cette hausse c'est un levier de changement. Les taxes sur le carburant,
ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a un moment où le dernier recours pour se défendre avant de mourir, c'est de l'ouvrir, quoi, en quelque sorte. Hein. Où va la France, Monsieur Macron? Où va la France? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez. J'ai posté la vidéo et puis j'y ai pu penser, quoi. Sauf que le soir, j'ai regardé un peu ce qu'il en était et j'ai vu que déjà le soir même, ça avait pris beaucoup de vues. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? 400 000 vues en 24 heures, 6 millions en quelques jours. Le coup de gueule d'une inconnue devient viral. Un carton qui m'intrigue. Explication d'un spécialiste. On ne peut pas classer, et ça serait vraiment réducteur de classer les Gilets jaunes dans un camp politique. Par contre, oui, au début du mouvement, il y a des groupes d'extrême droite, alors qui s'appellent la Patriosphère, qui sont extrêmement actifs. C'est des groupes qui sont déjà constitués. Quand ils voient passer les premiers contenus, c'est une aubaine. Au sein de cette patriosphère, des sympathisants de Nicolas Dupont-Aignan, de Marine Le Pen et des militants de l'extrême droite radicale. Leur point commun, ils détestent Emmanuel Macron et contestent le pouvoir en place. Voilà pourquoi ils partagent tous la vidéo d'une commerçante bretonne qui, elle, n'a rien à voir avec l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que c'est une manipulation, mais c'est quand même aussi une explication rationnelle parmi d'autres au fait que des contenus puissent devenir aussi populaires sur les réseaux sociaux. Fin octobre, à J-24 avant la première manif, une date et un signe de ralliement commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver, ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. C'est ça le coup de génie, à mon avis, à plusieurs titres, d'avoir choisi cet emblème des gilets jaunes. Le gilet jaune, c'est à la fois le symbole de l'automobile, puisqu'on a obligatoirement un gilet jaune dans sa voiture. C'est aussi un outil de travail, un vêtement de travail. On peut dire quelque part que le gilet jaune a remplacé le bleu de travail. Un gilet jaune est appelé dans le langage technique un vêtement de haute visibilité. Et quelque part, endosser le gilet jaune, ça a été une façon spectaculaire pour cette France des invisibles de se rappeler au bon souvenir de la France d'en haut. Dans l'Eure, à Pont de l'Arche, une mère célibataire entend cet appel à la révolte. Ingrid Levavasseur est aide-soignante, elle a 31 ans. Je vois sur les réseaux sociaux que voilà, le gilet jaune se met sur le pare-brise pour montrer qu'on est en soutien au mouvement et qu'on sera présent dès le 17 novembre. Avant de rejoindre les Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur avait tenté d'alerter le président de la République. Je rentrais du travail et je venais d'apprendre que, en fait, avec mon nouveau job, parce que j'avais commencé un travail d'aide-soignante en service de soins à domicile, j'apprenais que finalement je gagnais encore moins qu'à la clinique où je me plaignais déjà de mon salaire. Donc je rentre et je me dis, je suis encore dans la merde, je vais pas pouvoir remplir mon frigo. Je suivais Emmanuel Macron en fait sur Instagram et je me suis dit, allez, je lui écris. Je vous suis sur Instagram depuis votre élection. Je suis fière d'avoir voté pour vous et je le clame haut et fort. Je cumule les CDD et mon revenu ne dépasse pas les 1 300 € en travaillant 6 jours sur 7. Je fais 900 km par mois pour me rendre sur mon lieu de travail. Je paie garderie et cantine pour mes enfants, comme tous, vous me direz. Et puis je lui explique surtout que en fait, je suis en train de me demander si je vais pas me mettre au chômage, parce que en fait, au chômage, je vais gagner plus que si je travaille. Je ne vous accable absolument pas, car on ne révolutionne pas le monde en quelques mois. Mais est-ce normal ? Je m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Enfin déjà, je m'attendais même pas à ce qu'il le dise personnellement, parce que je suis pas stupide, je sais très bien que c'est pas lui qui regarde son Insta. Mais j'avais besoin de le dire, je me suis dit, il faut transmettre ça, c'est pas normal. À 700 km de la Normandie d'Ingrid Levavasseur, le ras-le-bol monte aussi à Dole, dans le Jura. Là-bas, c'est un certain Fabrice Schlegel, un chef d'entreprise dans le bâtiment de 46 ans, qui organise la révolte. N'oublions jamais que le prix de l'essence, c'est important, c'est très important parce que ça nous impacte tous, mais il faut bien qu'on comprenne que c'est le début de quelque chose qui se veut beaucoup plus large. On est au départ de la contestation, je vous ai dit qu'on était les premiers, maintenant je veux qu'on devienne les meilleurs.
Je veux qu'on foute le bordel. Je m'appelle Julie, je travaille à Intermarché. Je m'appelle Alain, je suis retraité. Moi, c'est Isabelle, je travaille dans la métallurgie. Je suis chômeur, handicapé. Je m'appelle Manon, je suis apprentie coiffeuse. Sébastien, je suis ouvrier. Un rassemblement de pionniers des Gilets jaunes rendu possible grâce à la page Facebook de Fabrice Schlegel. Un groupe qui réunit d'abord des automobilistes en colère contre le prix de l'essence et qui devient, quelques mois plus tard, une page Gilets jaunes qui rassemble bientôt 50 000 personnes. Bien plus que le nombre d'habitants à Dole. Dans leur viseur, Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, lui, il a fait comme les autres. Il nous a étranglés, mais il l'a fait en plus avec de mépris et de la condescendance. Oui. C'est juste ça. C'est juste ça. Lui, il a fait l'ENA, il croit tout savoir. Nous, on est que des pauvres petits jurassiens, mais on va lui montrer que les pauvres petits jurassiens, ils ont beau parler avec un accent de merde, ils savent aussi dire des choses correctement. Dans la sous-préfecture du Jura, la manif des Gilets jaunes de Fabrice Schlegel inquiète les élus locaux. Le mode d'action, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vu le sous-préfet là qui s'inquiète un peu. Oh bah non, il sait que je suis sérieux, non? Ah bah, le problème c'est que tu maîtrises tout toi là-dedans. Non, mais il y a beaucoup de... Non. Oh, j'ai pas cette prétention-là. Non, mais justement, c'est le problème de tous ces ah oui, mais c'est notre leader des anti-manifs sur l'augmentation du gasoil là. Ouais. Donc, il organise une grosse manif, il fait partie de l'organisateur. Alors que moi, je suis pas au CGT. Hein. On essayera de pas dégrader tes panneaux. Ici, comme partout en France, des travailleurs indépendants et des artisans en colère sont à l'origine de la révolte. Moi, je suis coiffeuse à domicile. Je me vois pas faire soit prendre les services en commun ou alors faire du covoiturage. C'est pas possible pour moi. Mais ça, ils le voient pas là-haut parce que eux, ils ont. On est petits à côté. Les grandes villes, elles ont le tram. Et même dans le tram, une coiffeuse à domicile ou même un infirmier à domicile ou tous les corps de métier où il y a besoin de se déplacer, ils peuvent pas le faire. Ces publics, d'une part, sont des publics qu'on ne rencontre quasiment jamais dans les mouvements sociaux traditionnels. C'est un public qui est très peu syndiqué et qui est très loin des syndicats. Le premier samedi de manif approche. Comment faire pour éviter les débordements? C'est déjà l'obsession de Fabrice Schlegel. Ça fait des années pour la plupart que je vous connais et il faut absolument qu'on ait des hommes de confiance. Hein. Il ne faut pas des peintres ou des girouettes là. Il faut des mecs qui tiennent la route. Jusqu'à présent, tout le monde était avec nous parce que c'était sympa, on a embêté personne. L'objectif, c'est de montrer qu'on est mobilisé, qu'il y a beaucoup de monde qui se sent concerné, etc. Mais c'est surtout pas d'emmerder les nôtres. S'il y a des débordements... Non, mais... Moi, s'il y a 15 abrutis, je vais pas me foutre sur la gueule avec 15 abrutis. Hein. Ça, non, c'est la... 14, Moi, je paye des impôts. Je paye des impôts à la gendarmerie, à la police, ils sont là pour faire leur boulot. À un moment donné, il va falloir, si jamais il y a des débordements, il faut qu'on respecte les gars qui font ce boulot-là. Il faut qu'ils fassent leur boulot aussi. De toute façon, il n'y a pas question de se friquer. Il n'y a pas question de se friter avec quelqu'un. Mon avis, ce serait plutôt de partir sur des barrages filtrants. Voilà, filtrant, ouais. Du filtrant plutôt que du blocage. Le filtrant, c'est bien parce que ça va quand même avoir un impact. Ça va faire des bouchons, ça. Mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné, sur les grandes surfaces, sur les stations essence, je pense que là, il faudrait faire blocage pour vraiment économiquement marquer le coup. Allez, au revoir à tous et puis de la bonne humeur, hein. De la musique, barbecue, tout, hein. En région parisienne, c'est un duo qui organise dans le plus grand secret la première grande manif nationale des Gilets jaunes. Priscilla Ludowski, auto-entrepreneuse, et Éric Drouet, chauffeur routier. Ils ont 33 ans tous les deux. Priscilla fait le trajet Savigny-le Temple-Paris presque tous les jours. Son budget essence a explosé en un an. L'année dernière, elle dépensait 45 € chaque semaine. Aujourd'hui, c'est 70 €. Alors pour cet automobiliste, 60% de taxes sur l'essence, c'est trop. Je me suis reconverti, donc j'ai eu des formations et j'ai eu à prendre ma voiture parce que je bougeais pas mal, aussi en province. Et du coup, j'ai constaté que les prix de l'essence augmentaient. Je le voyais déjà, mais là, je trouvais que ça allait un peu vite et je me demandais juste pourquoi. C'est vraiment parti d'une question basique. Et en faisant mes recherches, là, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre qu'on nous dise que ça finance la transition écologique. C'est là que j'ai découvert vraiment qu'en fait, la part de taxe était importante. Parce que ça, je ne savais vraiment pas. J'ai rédigé ma pétition et là, je l'ai mise en ligne. Priscilla Ludowski est l'auteur d'une pétition sur Internet contre la taxe diesel, signée en quelques semaines par 1 200 000 internautes.
Un texte énormément partagé sur Facebook, et ça s'explique. Quelques mois plus tôt, Facebook a décidé de changer de stratégie. Les Gilets jaunes ont bénéficié d'une espèce d'opportunité exceptionnelle, c'est-à-dire un changement très profond de l'algorithme de Facebook. Resituons juste un tout petit peu les choses. Facebook est accusé de faire proliférer les fake news. Et on dit à Facebook, bah, écoutez, vous êtes devenu un média, les gens utilisent Facebook pour s'informer, donc vous avez la même responsabilité que les médias. Et du coup, Facebook, la réponse de Facebook, plutôt que de rentrer dans une vraie régulation de son contenu éditorial, dit « mais non, nous ne sommes pas un média, nous sommes juste là pour mettre en relation les gens ». Pour les Gilets jaunes, ça a été plus facile de se rendre compte parce que Facebook a survalorisé plutôt justement le fait de mettre en relation des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Et c'est exactement comme ça qu'Éric Drouet rencontre Priscilla Ludowski sur Facebook. Là, il m'a contacté parce que de son côté, avec son association de passionnés d'automobile, qui est aussi basée à Melun, à ce moment-là, avait envie de faire une opération escargot à Bercy pour justement manifester contre la hausse des prix du carburant. Donc ils étaient à 3 amis, dont Éric Drouet, et c'est lui qui m'a contacté pour me proposer qu'on allie un petit peu nos forces. Salut à tous, petite vidéo ce soir comme promis avant d'aller au travail. Éric Drouet n'a aucun engagement politique, aucun engagement syndical. Ses vidéos en direct sur Facebook séduisent rapidement 300 000 abonnés. Éric Drouet, c'est un routier de 33 ans qui, en octobre, lance le premier un appel pour un blocage contre la hausse du carburant. Je suis sûr, hein, c'est une conviction, hein. J'en suis sûr qu'il y aura un avant 17 et un après 17. Lorsqu'il fait ses lives de la cabine de son camion, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, en début de mouvement, c'était vraiment tout le temps. Dans ses lives, il parle aux Gilets jaunes et bien sûr qu'il impulse des actions. Il y a vraiment l'idée que les médias sont un répertoire de trahison. Et ils mettent en accusation de façon très fréquente l'idée du montage. L'idée que le montage est forcément un trucage. Puisque vous sélectionnez, puisque vous êtes en train de remonter, vous magouillez, vous changez tout ça. Et toutes les personnes qui s'obstinent à partager des vidéos comme quoi le 17 ne sert à rien, qu'il ne faut pas y aller ou je sais pas quoi, je pense qu'après le 17, ces personnes-là auront des comptes à rendre. Alors, on va commencer à aller sur le périph' directement avant qu'on soit bloqué sinon. Si tout le monde peut monter en voiture, on va décoller. On part ? Ouais, on va y aller, ouais. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Je vous suis sur Facebook. Pas de soucis. En fait, c'est périph' sud. Voilà, je sais quoi ce comité. Bah du coup, on sait pas, ça se trouve les autres sont déjà devant et ouais, à gauche, direct. Ah, bah, ça va être chaud toute la journée, ça va être chaud toute la journée. Il faut y aller à vitesse réduite de toute façon. Eh, sur le live de Virginie, il faut arrêter sur le périph' direct. Hein. T'as réussi à nous rejoindre? Ah, t'as vu comment j'ai réussi? Eh, tu nous as trouvés, hein? Bonjour. Bonjour. Ça va? Je me sentais seule jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc là, je diffuse sur Facebook en même temps. Comment elle s'appelle? Priscilla. Priscilla. On prend les 3 voies de l'extérieur. Vas-y, avance, mets-toi à son niveau, pareil. Voilà, on reste comme ça, on avance, stop. Mettez-vous à 40, 30-40, on avance un peu quand même. Les Gilets jaunes commencent fort. Ils bloquent le périphérique parisien. 17 novembre 2018, premier samedi de révolte des Gilets jaunes, 700 blocages dans toute la France. En Savoie, une automobiliste force un barrage, une gilet jaune meurt renversée. Allez, s'il vous plaît, 1 minute de silence pour la dame en Savoie, s'il vous plaît, merci. Allez, maintenant, vous avez le droit de faire du bruit pour elle. Bravo! Ok, je te remercie, à tout de suite. On va retirer les gilets jaunes et on va tous se rejoindre à la place de l'Élysée. Paris, c'est la place à prendre depuis le début de ce mouvement et c'est peut-être l'idée la plus forte en fait, d'Éric Drouet depuis le début. Lui martèle
que c'est à Paris que sont les lieux c'est le lieu de pouvoir, c'est là que sont toutes les institutions, c'est là que sont les ministres, c'est là que sont les gens à qui il faut faire peur. C'est parti? Ce 17 novembre, la manif des Gilets jaunes est interdite aux abords du palais de l'Élysée. Pas de quoi arrêter Éric Drouet et ses troupes. Mais les gilets? Parti. L'initiateur du mouvement, les gars! Respect, Éric Drouet, respect. Merci pour le travail. C'est vous, hein, surtout. Merci pour l'idée, surtout. Ce même 17 novembre, en Bretagne, Jacqueline Moureau participe à l'occupation d'un rond-point. Merci, madame. Oui, merci. Et un grand bravo, parce que franchement... Bravo à vous. Respect, bravo. Une explosion de souffrance. Et en même temps, une explosion de solidarité. Les gens ont pris conscience de leur force. Donc là, quand le peuple a pris conscience de sa force, parce qu'avant, je dirais, on subissait sans jamais rien dire. Là, d'un seul coup, les gens ont pris conscience que s'unir, bon, au départ, ça a été sur des ronds-points, mais on a eu tellement de ronds-points, il y a plus de 50 000 ronds-points en France, c'était facile de comprendre que ça allait produire du monde. Motivé, hein? Bon, allez, on y va. Dans le Jura, Fabrice Schlegel fait le tour de ces barrages filtrants. C'est le début de quelque chose. Donc je vous demanderai tous d'être mobilisés et surtout, ne perdez pas trop d'énergie parce qu'on ne fait que commencer. Je suis fier d'être un des premiers en France à m'être levé, à avoir dit cette fois-ci ça suffit. On a des gens qu'on ne voyait jamais avant et moi je les ai rencontrés sur les ronds-points. On a libéré la parole et c'est ça qui était fabuleux. Est-ce que vous êtes en forme ici? En Normandie, Ingrid Levavasseur enfile son gilet jaune pour une opération péage gratuit. Ce 17 novembre, quand j'y suis allée, en fait, je m'attendais à être toute seule. Et là, quand j'arrive, il y a du monde. Il y a du monde. Je me dis, mais waouh, c'est dingue, on se croirait presque à un mariage. Enfin, c'était euphorique. Et là, je me rends compte que, en fait, il y a ma famille. Il y a ma sœur, il y a mon beau-frère, il y a mon beau-père, ma mère, des gens du village. Enfin, voilà, c'est dingue. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous là, quoi? Et en fait, on est tous là pour la même raison. On est tous là pour dire stop. On en a marre, on est fatigués, on n'en peut plus, arrêter, quoi. Et voilà, c'est gratuit, les autoroutes partout. C'est unique. C'est un peu comme la marche de l'empereur, quand on est tous là et on est en jaune et on est ensemble. Et ouais, je me dis, on enfreint la loi tous ensemble. Quoi qu'il advienne, ils ne pourront pas tous nous embarquer. Et c'est quand la journée va avancer que je vais me rendre compte que, au final, moi, j'étais venue pour une journée. Et là, je me rends compte qu'on est loin d'être à une journée parce que les gens commencent à dire on revient demain. Et on se regarde, vous revenez demain? Oui, bon, ok, moi je suis dispo, je reviens aussi. Et puis ce sera comme ça tous les jours en fait. C'est la première fois en fait où ils prennent conscience qu'ils existent en tant que classe d'une certaine manière et qu'eux aussi sont finalement surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça et ils sont surpris de la puissance et du potentiel qu'ils représentent pendant cette journée. Sur les ronds-points, une France qui se rencontre et qui redécouvre l'action collective. Bonne journée! Solidarité! On va manger ce midi! On lâchera rien. Moi, je suis retraité et je vis aisément. Donc je ne suis pas concerné par ça. Mais que chaque Français qui travaille, qui se lève tous les matins, voilà. Hein, chaque travaillé qui se lève tous les matins, puisse au moins gagner son salaire décemment et pouvoir vivre de son salaire, de vivre de son travail. La ministre chargée de la cohésion des territoires est envoyée sur le terrain pour parler aux Gilets jaunes. Alors, vous ne reconnaissez pas, vous n'avez pas de gilet jaune? Non. Allez, entrez. Bonsoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va se mettre là. Écoutez, je vous écoute. Parce que vous avez demandé à me voir, je ne veux pas vous faire de discours. Hein. Vous allez me dire ce que vous avez à me dire. Voilà. Moi, je suis salariée. J'estime être privilégiée dans la mesure où je touche 1 600 € net. Malgré tout, je n'y arrive pas. Donc, en plus de mon boulot à plein temps en secrétariat toute la semaine, je travaille également sur le marché de Châteauroux le samedi matin. Pour rajouter, voilà. Mon mari, lui, est manutentionnaire, donc il est payé à peine un peu plus du SMIC grâce à son ancienneté. On a vraiment un sentiment d'injustice et que les taxes ne pèsent que sur les petits moyens.
l'exonération des charges salariales, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que... On va gagner, je sais pas, sur le mois, hein, je vous parle au mois, puisque nous, on vit au jour le jour, donc on résume au mois, pas comme M. Macron avec des échéances à 2025, 2030. C'est du gagne petit pour nous, c'est 20, 30, 50 euros sur le mois. Quand on est à découvert de 500 euros au 15 du mois, c'est... Un restaurant, un cinéma et 50 euros, c'est facile. Alors, non, mais je pousse un peu, mais c'est mieux que rien, non? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas suffisant. Il fallait le faire quand même. Aujourd'hui, on a le sentiment, Madame la Ministre, que l'État vit au-dessus de ses moyens. Aussi, oui. Le salaire des ministres, des sénateurs, des présidents, des anciens présidents, toute la charge que cela représente sur le pays et dont les gens du bas ne bénéficient pas. Les riches, les très riches aussi, ils peuvent faire beaucoup d'efforts aussi. La différence... Vous savez, je vous dis ça, j'espère que je ne vais pas vous choquer, hein, mais c'est pas, quand on est ministre, on n'est pas très riche, il y a des gens beaucoup plus riches. Oui, bien sûr, on l'entend bien. Oui. Vous savez ça? Oui, bien sûr, c'est très bien. Non, mais je vous le dis parce que parfois, l'autre jour, j'ai rencontré des gilets jaunes d'ailleurs dans un autre département et ils avaient une notion du salaire de ministre qui était complètement démesurée. Je lui dis, mais il faut aller sur Internet, vous allez le voir. Alors, c'est un très bon salaire, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas, on ne gagne pas 50 000 ou 60 000 euros comme les gens peuvent l'imaginer. Mais même déjà, nous, on n'est pas privilégiés comme eux. Quoi? 5 ou 7 000 euros, ça nous paraît aberrant pour nous qui gagnons 1 200, 1 500. Non, mais je dis que nous avons des bons salaires. Oui. Non, mais je veux dire, il faut savoir qu'en France, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et que ce n'est pas forcément ceux que vous imaginez. C'est ça que je veux dire. Et Macron, il est là depuis 18 mois. On va essayer de lui dire de... Vous lui passerez le bonjour de ma part. Et je le ferai. Des gilets jaunes. Mais je le ferai. Qu'on lâchera rien. Après 10 jours de crise, Emmanuel Macron prend la parole. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. On ne peut pas avoir décidé la taxe carbone il y a quelques années et dénoncer aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Mais à Évreux, en Normandie, les gilets jaunes ne l'écoutent pas. Ils suivent son discours en lisant les commentaires d'autres gilets jaunes sur Facebook. Là, regarde, dis-moi, je suis folle ou l'autre, là, il dit que de la merde. Mais bien sûr qu'il dit que de la merde, blablabla. Son discours. Ouais. Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux. Et que nous devons traiter les deux. Macron, destitution. Déjà qui remettent l'ISF déjà. Macron vient de déclencher la guerre. Bon, on va passer 1er janvier là. Le riche, il y en a marre. Hein, je sens bien. Hein, on va bien rigoler. D'accord, il se fout de notre gueule. 10 jours après le début de leur révolte, les Gilets jaunes s'interrogent. Doivent-ils accepter de négocier avec le gouvernement? Les figures du mouvement, dont Éric Drouet, Priscilla Ludowski, en discutent entre eux sur une messagerie privée. En fait, ils ont fait voter cette décision. Ils ont fait un sondage, on leur a dit allez-y, mais allez-y de manière transparente et ouverte. Éric Drouet avait demandé si les télévisions pouvaient être là. Je lui ai dit que ça ne me paraissait pas une bonne chose et il l'a filmé en Facebook Live. Bon, il aurait pu le dire, il n'était pas obligé de cacher son téléphone dans sa poche avec juste la petite caméra qui dépasse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. L'idée, c'était qu'on a demandé clairement à ce que ce soit filmé. Bon, ça n'a pas été accepté. Et finalement, Eric a dit on va le faire nous-mêmes, quoi. Donc bon. Après, il n'a pas été inquiété pour ça, mais effectivement, le but c'était de pouvoir montrer ce qui se passait sur place. Alors du coup, c'est pas de bonne qualité, c'est dommage. C'était important que les gens voient qu'on y avait été vraiment pour l'intérêt général. Parce que les gens ne se sentent pas entendus, quoi. On attend, ça fait déjà presque... Mais sur quel point, du coup? Déjà, initialement, sur la pétition, je pense que... Est-ce que ça aurait pris cette ampleur si j'avais eu un retour? Pas certainement. À l'époque, il y a déjà 1 million de signataires. Priscilla Ludowski me dit, lorsque je la reçois, vous n'avez pas répondu. Et je me dis, Priscilla Ludowski a raison, c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de réponse.
Il y a eu d'ailleurs finalement une réponse bien après, je crois que c'est au début de l'année 2019 seulement, du président de la République. Mais c'est pas normal, ça n'aurait pas dû fonctionner comme ça. Ça, c'est un vrai dysfonctionnement démocratique. C'est-à-dire qu'on lance une pétition et ça peut rester dans le vide, en quelque sorte. Ça, là-dessus, elle a parfaitement raison, d'autant plus qu'elle a lancé cette pétition bien avant le mouvement des Gilets jaunes. L'image que nous renvoient les médias, c'est que le mouvement est en train de faiblir, alors que moi j'ai rencontré des gens, je suis routier, je m'arrête des fois à des points de blocage. Les gens ne sont pas prêts de lâcher, ils sont là 24/24. C'est vraiment une famille qui s'est formée par rapport à ça et les gens ne veulent pas du tout lâcher. Et ils me disent, ce que nous voudrions, c'est rencontrer le Premier ministre. Je dis oui, moi je transmettrai bien sûr votre demande, je comprends. Qu'est-ce que vous avez demandé, qu'est-ce que vous avez obtenu? Ah non, aujourd'hui, c'est pas une question d'obtenir quelque chose, c'était plus de passer un message des Gilets jaunes. Après, ce ne sera pas nous de convaincre, comme on l'aurait bien expliqué aujourd'hui, ce sera les Gilets jaunes en entier de convaincre. Nous, on est juste des messagers. En sortant de mon bureau, sur le perron du ministère de l'écologie, il répond à des journalistes. Priscilla Hudowski est à côté d'Éric Drouet. Elle ne dit rien. Et lui, il lance un appel à l'acte 2. Justement, il y a un mot d'ordre pour samedi prochain. Du coup, on voulait en venir aussi là-dessus. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Il lance ça tout seul. C'est lui qui décide de lancer ça. Il n'est pas porteur d'un mouvement, il n'est pas organisé. Donc après que Éric Drouet profite en quelque sorte du fait qu'il y a beaucoup de médias à la sortie d'une rencontre avec moi pour lancer un appel à manifester, bon, c'est des choses qui arrivent. 3 jours plus tard, le Premier ministre accepte de rencontrer une délégation de 8 Gilets jaunes. François de Rugy est là lui aussi, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Ils étaient 8. Au départ, finalement, ils sont venus à 2. 2 personnes qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, mais il y en a un des 2 qui demande quand même à ce que ce soit de nouveau mis sur Facebook. Et le Premier ministre ne le souhaite pas. Quelques minutes à peine après le début de l'entretien, un gilet jaune quitte la réunion. Il s'appelle Jason Herbert, un Charentais de 26 ans. Bonjour. Alors, je viens de rencontrer le Premier ministre et le ministre de l'écologie. Je souhaitais que l'intégralité des Français puissent y assister. Je l'ai demandé, ça a été refusé. Pour ne trahir personne, je n'ai pas souhaité engager les discussions. C'est quoi une autre personne? Comme je vous dis, je n'ai pas de droit particulier par rapport à une autre personne. C'est un autre gilet jaune? Absolument. Je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir. Drôle d'ambiance à Matignon. Mais qui est ce mystérieux gilet jaune? Pourquoi veut-il rester anonyme? Ils sont exactement dans cette guerre de « on veut pas de porte-parole ». C'est-à-dire qu'à la fois, ils se rendent compte qu'il faudrait qu'ils mettent en face du pouvoir des personnes représentatives du mouvement, qu'il puisse y avoir un dialogue, peut-être. Et en même temps, il y a une telle haine chez les Gilets jaunes de tout ce qui est élu, représentant, quiconque a une tête à la tête qui dépasse est coupé. Ce mystérieux gilet jaune, resté jusque-là anonyme par peur des représailles, je l'ai retrouvé. Pour la première fois, il accepte de raconter face caméra son entretien au sommet à Matignon. Je m'appelle Blavier Mathieu, je suis l'ancien porte-parole des Gilets jaunes, dans la première délégation des 8. Mathieu Blavier est originaire de Miramas. Étudiant en droit dans les Bouches-du-Rhône, il a 22 ans. On s'est beaucoup disputé hein, avec Éric Drouet, avec tous les autres, hein, même d'autres personnes, mais du coup qui voyaient, parce que nous on avait notre conversation privée entre nous les 8, puis on avait la conversation originelle. Mais seulement il y en a qui ont eu peur, parce que Éric Drouet avait dit qu'il fallait pas y aller, qu'il fallait pas y aller, qu'il fallait pas y aller. Parce que le politique c'est le diable. Le politique, c'est le corrompu, c'est celui qui va mentir, qui ne tiendra évidemment pas ses promesses. C'est la caste dirigeante qui, en fait, a menti, a humilié. Donc, aller voir le Premier ministre, c'est aller voir le diable. Alors moi, je pensais que moi, il fallait y aller. Parce que c'était bien beau de revendiquer, ça faisait quand même pratiquement presque 2 semaines qu'on était déjà dans la rue, sur des ronds-points où il commençait à vraiment faire froid. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on aille absolument à ce rendez-vous-là. François de Rugy a commencé à dire « Oui, mais dans le courant 2019, nous allons interdire les véhicules diesel à Paris. » Et là, Édouard Philippe, il dit « Mais non, mais on n'a jamais dit ça, mais d'une façon mais spontanée. Non, on n'a jamais parlé de ça. S'ils ne sont même pas d'accord entre eux,
Mais là, je me suis dit, c'est n'importe quoi. J'ai pu négocier à ma hauteur avec le gouvernement. Et j'aurais vraiment aimé que toutes les porte-paroles soient là. Parce que si on avait tous été là, on aurait pu faire une énorme pression sur eux. Et ça aurait été beaucoup plus important. Et malheureusement, on a loupé notre chance. Et je pense que cette chance, elle se reproduira plus justement. Ce jeune gilet jaune du sud de la France nous dit je tiens à vous, à la fin de l'entretien, après avoir échangé sur beaucoup de choses, dit je tiens quand même à vous dire, est-ce que vous êtes bien conscient des risques de violence qu'il y a autour de ce mouvement? Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici en direct sur Brut au niveau de l'Arc de Triomphe, sur la place de l'Étoile. Depuis environ une demi-heure, 45 minutes maintenant, des tensions sont en cours entre manifestants et les forces de l'ordre. J'arrive très tôt, à 8 h du matin, il y a déjà des gilets jaunes qui sont présents tout autour de l'Arc de Triomphe, donc surtout sur cette partie-là, parce qu'en fait, il faut savoir que sur les Champs-Élysées, en fait, les gens étaient fouillés. Donc il y avait beaucoup qui ne voulaient pas être parqués, c'est-à-dire disaient, nous on ne veut pas être dans une sorte de fan zone, on veut manifester où on veut. Donc la plupart des gens restent à l'extérieur, et donc pendant 1 heure, les gilets jaunes commencent à se regrouper de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. Alors ce sont moins plusieurs centaines de personnes qui se trouvent ici, voire même plus, encore difficile de donner une estimation, mais il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Et les incidents commencent très tôt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 9 h du matin, il y a déjà des gaz lacrymogènes qui sont utilisés. Situation extrêmement tendue à l'endroit où on se trouve. Vous voyez, il y a quelques instants, donc les forces de l'ordre qui ont utilisé des grenades de désencerclement, des gaz lacrymogènes, des manifestants qui ont chargé en direction des forces de l'ordre à l'aide de projectiles et d'artifices. Au bout de 1 ou 2 heures de tension, on voit que ce sont les gilets jaunes qui prennent le dessus sur tout ce qui est en matière d'ordre et de sécurité. C'est la journée la plus chaude que la police nationale ait eu à gérer depuis très probablement mai 68. C'est une journée de défaite vécue comme ça en interne par les policiers, pour la police nationale et pour la gendarmerie qui était mobilisée à Paris. Clairement, les forces de l'ordre ce jour-là ont été totalement dépassées par les événements. Ils ont subi tout ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. Bouclier les gars, bouclier! 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 Il y a des policiers qui ont dû reculer sous la pression des événements et ça, c'est vécu comme des dysfonctionnements pour la police nationale. La police nationale ne peut pas reculer devant des manifestants. Mais ce jour-là, s'ils ont reculé, c'est tout simplement parce que s'ils étaient restés en face, il y aurait peut-être eu des morts. Il y avait très clairement une volonté de la part de certains manifestants de s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre. Il y a ce jour-là un policier au moins et un gendarme qui ont été roués de coups sur la place de l'Étoile. Ça sent l'insurrection. Pendant quelques heures, les Gilets jaunes prennent possession de l'Arc de Triomphe. L'Arc, depuis qu'il existe sous Napoléon, n'a jamais subi d'outrage. Jamais. C'était la première fois. Pour la maire de l'un des arrondissements les plus chics de la capitale, impossible d'oublier ce 1er décembre 2018. C'est une lutte des classes. Donc, ils ont certainement, dans leur façon de faire, considéré qu'il faut aller déstabiliser là où il y a les capitaines de l'industrie. Quand ils pénètrent dans les immeubles pour menacer les gens, soi-disant, on va tous zigouiller les riches, non. Alors, t'as dosé, fils de pute! Eh, nous, on va craquer, nous! On va... Dans le 8e arrondissement de Paris, un hôtel particulier est pris d'assaut. On voit de tous les âges, il y a des gens qui portent des gilets jaunes, d'autres qui n'en ont pas. Voilà, alors, sur ces images actuellement en direct, vous avez des personnes qui viennent de rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, qui sont en train de le saccager. Ils ont fait tomber les clôtures au sol et ont pu passer à l'intérieur. Certains d'entre eux sont rentrés et ont cassé tout ce qui s'y trouvait, jetant des parpaings, renversant tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. On a parfois l'habitude de voir dans des manifestations, par exemple, quand il y a
des regroupements de type Black Bloc avec des codes vestimentaires bien précis pour que les personnes ne puissent pas être identifiées derrière. Là, clairement, sur toute cette journée de tension, toutes les personnes qui vont participer à ces actes de violence ou de tension le font à visage découvert. Et ça, c'est une donne qui est nouvelle en soi. Chaos aux abords de l'Arc de Triomphe. Et à 800 mètres de là, stupeur au palais de l'Élysée. L'ambiance est assez inquiète. On voit depuis d'ailleurs l'Élysée des traînées de fumée de voitures qui brûlent dans le quartier d'à côté. Et ça fait bizarre. Ce sont des journées où on sent que tout d'un coup, il n'y a plus de limites dans ce que la vie collective peut produire. L'opinion publique semblait finalement, globalement, adhérer à tout ça ou soutenir ce mouvement malgré ses excès. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était comme s'il n'y avait plus de repères, quoi. Au lendemain de ce 1er décembre d'une rare violence à Paris, un policier me confie sa sidération. Mais personne ne s'attendait à ça, même là-haut, ils ne s'attendaient pas à autant de violence. Et... Ouais. J'ai eu à évacuer 4 collègues CRS. Ouais. Et c'est des choses que j'avais jamais faites avant, quoi. En tout cas, je vais parler pour moi là, mais aussi pour beaucoup de collègues. Le mouvement, on le soutient. Ouais. Parce qu'on n'a pas des salaires mirobolants. Tous pareil, on paye nos taxes, on paye notre essence. On comprend le ras-le-bol. Pour beaucoup, on le soutient même. Mais la manière de procéder et les actes, c'est juste pas possible en fait. Des policiers violemment agressés à Paris, et ce même 1er décembre 2018, une préfecture incendiée en Haute-Loire. Nous, en Haute-Loire, on avait un préfet qui a foutu le feu aux mèches depuis qu'il était arrivé. Sur le dos des gens qui vont travailler tous les jours, à prendre la route, en ayant des radars à tout bout de champ. Et dernièrement, il en avait commandé 70 quand même. Il y a un chiffre qui parle, c'est 78%. C'est le bond de contravention de flash entre juin et juillet 2018, avec l'instauration des 80 km/h. Donc tout ça, couplé avec l'essence qui augmente, voilà, il y a eu un terreau qui a permis au mouvement finalement de se développer très rapidement. Moi j'étais sur le rond-point de Blavozy puisque j'y suis resté 2 mois et demi, j'ai tout mis en parenthèse. Ma femme a assuré un maximum parce qu'elle s'est occupée de la maison et du boulot toute seule. Au Puy-en-Velay, la révolte des Gilets jaunes est menée par Jérôme Battray et Sébastien Béraud, 2 agriculteurs à la manœuvre ce 1er décembre 2018. On est dans la préfecture. On s'est organisé, on a mis nos banderoles. Le monde était là, un monde... Jamais on n'aurait cru qu'il y ait autant de monde. Au départ, on était au minimum 3000 là, autour de ces tracteurs. Tout le monde nous félicitait, merci, c'est super. Et puis on a convergé vers le puits, en défilé. On était tellement nombreux qu'on avait pris les 2 routes, sinon ça faisait trop long. On avait nos 43 tracteurs alignés, j'étais en tête de cortège. Et arrivé dans le puits, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient venues là malveillantes. À ce moment-là, je vais voir Sébastien, je lui dis il faut qu'on dégage les tracteurs parce qu'ils essayent d'y foutre le feu et tout ça. Et à ce moment-là, le préfet m'appelle et me dit bah, venez ramasser la merde que vous avez mis, quoi. Parce qu'ils m'ont pris pour le leader, parce que j'ai un peu grande gueule, je dis ce que je pense. Cette ambiance, elle était électrique en fait, parce que c'était monté d'un ton. Et les gens, ils n'ont pas suivi les tracteurs, ils sont restés devant la préfecture. Tout de suite, il y a eu des noms d'oiseaux, tout ça des pétards. Et il y a eu les premiers feux qui n'ont pas traîné à arriver. À l'intérieur de la cour, vous avez les forces de l'ordre qui sont mobilisées, qui essayent de tenir la grille pour pas qu'elle cède. Et de l'autre, vous avez une centaine de gilets jaunes les plus radicaux qui poussent, qui essayent de forcer tout ça et de rentrer dans la cour d'honneur. C'est d'un côté des forces de l'ordre qui gazent les manifestants pour essayer de les écarter. Et de l'autre côté, des manifestants qui saisissent tout ce qu'ils peuvent pour tenter de rentrer. Ça passe des canettes de bière, des barres de fer qu'on peut trouver en ville, jusqu'aux pavés qui sont déterrés un peu plus loin, des pavés de 10-12 kilos, qui sont balancés sur les forces de l'ordre. C'est des menaces, on va vous faire cramer, on va vous tuer. Voilà, c'est vraiment une scène de guérilla urbaine. Bande de grosses putes! Vous allez brûler!
Et il y en avait au moins 500 qui étaient vraiment chauds à aller chercher des cocktails Molotov pour qu'ils arrivent à faire brûler la préfecture. En fait, c'était ce qu'ils souhaitaient. Ça, franchement, la préfecture qui brûle, 30 ans de ma vie, j'ai jamais vu ça. Quand la préfecture est incendiée et tout ça, je suis à l'intérieur de la préfecture, dans une pièce et on ne voit pas l'extérieur. On entend que ça tire, on entend des vitres cassées. Le préfet a peur, ça c'est sûr. On le voit apeuré et tout. Et quelque part, nous on est soulagés qu'ils nous écoutent. Voilà. On est dans une petite ville, donc il y a des gens qui étaient de l'autre côté de la barrière, qui se connaissent. C'est le voisin, l'ami. Ce qui explique aussi le traumatisme qu'ont pu vivre certains ici. Bien sûr que ça a été une scène de guerre. Je veux dire, il y avait des pavés comme ça qui tombaient. Moi, j'ai vu un gendarme qui pleurait parce qu'il avait la tête en sang, il avait le casque cassé et tout. À un moment donné, quand vous avez des gendarmes qui n'ont plus de munitions contre les assaillants, eh ben, c'est l'apocalypse. Et c'est ce qui s'est passé au Puy. Pendant 1 heure, ils n'avaient plus de munitions. Il a fallu attendre que les CRS de Saint-Étienne et de Clermont arrivent. Et les gendarmes, ils ont mis des gars qui n'avaient jamais tenu une arme, qui travaillaient dans les bureaux, ils les ont mis là pour essayer de défendre la préfecture, mais c'était indéfendable. Et là, on a quand même peur, parce qu'on se dit quelque chose qui est en train de monter, et si cette barrière vient à rompre, on se pose toutes les questions. Tout peut se passer. On imagine le pire, hein, y compris un mort, voilà. On est 2 jours après, et c'est beaucoup d'émotions, c'est l'heure du bilan aussi. On a un préfet qui est touché, évidemment, par ce qui a pu se passer avec ces événements. Il a fallu tenir le portail. Portail dégradé, donc qui a été tenu à la main par les forces de l'ordre qui ont essuyé pendant plusieurs heures des injures, des quolibets, des menaces de mort. Et ils ont tenu. Excusez-moi. Moi-même un peu d'émotion pour eux. Pour moi, c'est aller trop loin. Sur le coup, ça allait trop loin. Le lendemain matin, j'étais dépité. Pour faire mon travail, j'ai mis 1 heure trop, j'étais dépité. Pour moi, c'était pas bien, on donnait une mauvaise image. Il y a des gens sûrement bien comme il faut. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre le feu ou se mettre la corde autour du cou à un moment donné? C'est malheureux de dire ça, pourtant j'étais complètement abasourdi et malade de voir ma préfecture brûler. Je me suis dit, ça ne serait pas arrivé, Macron ne serait jamais venu, il n'aurait jamais pris conscience du mouvement des Gilets jaunes. Il y a une réunion de rédaction et j'ai un SMS qui arrive d'une source qui me dit « Le président Macron arrive au Puy ». Très franchement, j'y crois pas. Il y a une femme qui arrive et qui me dit « Il y a Macron ». Et je lui dis « Mais où ?» Et elle me dit « Mais il arrive à l'aéroport, je le sais de source sûre et tout ». Et puis, on vérifie quand même. Et 1 heure après, pratiquement, tout se recoupe. Et on a la certitude que le président Macron arrive ici au Puy. Donc c'est le branle-bas de combat, évidemment, dans une rédaction, dans ces moments-là. Une visite présidentielle au Puy, c'est déjà rare. Et dans ces conditions, ça l'est d'autant plus. Et donc, on se rend directement à la préfecture voisine. Et là, on se rend compte que rien n'est prévu, rien n'est fait. Les Gilets jaunes sont déjà présents, attendent le président Macron à sa sortie. Il y a des amis qui y vont, juste pour lui dire notre ras-le-bol. Voilà, je pense qu'il aurait dû annoncer sa venue et instaurer un dialogue, qui dise voilà, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, comment. Et du coup, il n'a jamais fait ça, donc ça monte encore la colère. C'est pour ça qu'il a insulté devant la préfecture. Ça représente bien la France, merci hein. Démission. Président des riches. Démission. Et là, Emmanuel Macron sort de la préfecture, part en voiture et se fait invectiver par des gilets jaunes qui veulent en découdre. Il y a Macron. Il va falloir rendre des comptes, les gars. Il va falloir payer. La sécurité nous paraît un peu limite, puisque des gilets jaunes s'approchent près du président. Et dans la voiture, celle-là. À un moment donné, il a baissé sa fenêtre, il a essayé d'esquisser un petit signe. Mais il a tellement pris des insultes qu'il a vite refermé et il est parti comme un voleur.
y a une manifestante en gilet jaune qui lui dit « J'espère que tu vas crever sur la route » en sortant de la préfecture. C'est symbolique de cette visite ratée et un peu irréelle. Il n'a pas voulu le dialogue. Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir prendre M. Macron 8 jours avec moi, mais sans que personne ne sache, sans journalistes, sans SCRS, qui comprennent vraiment ce que c'est le travail, la valeur du travail, aller ouvrir sa boîte aux lettres, regarder les factures, faire le tri dans celles qu'on va payer en priorité. Voilà, on n'y arrive pas. Moi, je travaille 90 heures par semaine et on n'y arrive pas. Le président de la République est violemment contesté, sa politique aussi. Début décembre, sur les 360 ronds-points occupés, on parle toujours matraquage fiscal, mais aussi désormais répartition des richesses. À Hasbrouck, dans le Nord, une députée macroniste engage la discussion. On doit faire payer les riches. Si les riches investissent pour créer des emplois, c'est bien. Ils ne créent pas d'emplois, ils s'en mettent plein les poches. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on va évaluer à la fin, en 2020, on va évaluer le dispositif qu'on a mis en place. Si ça n'a pas marché, on le supprimera. C'est dans l'immédiat. Les gens qui doivent boire et manger, c'est pas dans 1 an, dans 2 ans, c'est tout de suite. Des gilets jaunes affirment désormais vouloir passer de la révolte à la révolution. C'est interdit à personne de faire une liste et de se présenter. Ah donc vous nous incitez à faire les gilets jaunes peut-être? Bah allez-y, oui, c'est ça la démocratie. Vous me dites que vous voulez être représenté. Non, vous ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est qu'il faut rester dans le système dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut des élus. Moi je suis en train, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis en train de vous expliquer que ce système d'élus, il est mort. Ne me représente plus. Il est mort. Il faudra bien quand même qu'à un moment il y ait des représentants. C'est des représentants, c'est des élus. Non, il n'y aura plus d'élus. Vous changez juste le nom, mais c'est la même chose. Il n'y aura plus de parti politique, si vous préférez. L'Assemblée constituante citoyenne, c'est pour refaire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voulez refaire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? On va réécrire notre propre constitution pour nous protéger de toutes les dérives. Alors, ensuite, on va mettre dans le marbre le référendum législatif, abrogatoire, révocatoire, constituant. Histoire de pouvoir, nous aussi, avoir notre mot à dire dans la société. Et vous nous proposez de changer des choses avec le système actuel. Bah oui. Sauf que nous, le système actuel, on... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse la révolution et que ça soit la machine? Soit vous voulez faire la révolution, la révolution vraiment tranquille. Eh bah oui, c'est ce que je vous propose. Ou alors ça va être la révolution... Mais comme en 1789, ça va être de la gnognotte. Hein. Non, mais je pense que ça va péter beaucoup plus dur. Ça, monsieur, c'est ménageant. Je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui sont morts et qui n'ont rien demandé. Justement, c'est ce que je dis. Donc vous êtes en train de me dire que vous allez venir chez moi, vous allez me pendre et guillotiner les enfants? Non. Je suis là ici. Est-ce que j'ai l'air d'être un terroriste? Bah non, mais quand vous dites ça, ça fait peur. Mais parce qu'il y a des gens qui sont au bord du gouffre. Vous avez des élus qui véhiculent des choses. Vous voyez? Ouais, mais ce que je vous dis, c'est juste pas nous mettre tous dans le même panier, quoi. Tous les politiques sont pas les mêmes. Oui, bah, laissez les gens décider. Il y a des politiques comme moi, c'était des citoyens il y a 1 an et demi, ils se sont mis pour faire un mandat, moi j'en ferai pas de deuxième, hein, je vais vous dire. Alors certainement pas. Hein. C'était à Emmanuel Macron qu'on s'en prenait, avec des dérapages très nombreux, mais là aussi on revient à l'imaginaire révolutionnaire. Concernant son épouse, Brigitte Macron a été très fortement, son image a été très fortement attaquée, dégradée sur les ronds-points parce que, il y avait ce ressentiment très fort contre le président et son épouse qui représentaient cette France d'en haut, cette France arrogante et méprisante, et que les Gilets jaunes voulaient faire tomber de leur piédestal. Après 23 jours de chaos, le président tente de sortir de la crise. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Dans le Jura, les Gilets jaunes l'écoutent attentivement. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et revient tard pour aller travailler loin.
Putain, il manque pas d'air. Il se moque de qui, lui? Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Ah, bah, parlons-en, hein. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura... Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Surtout pour toi, on est d'accord. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Alors si on résume bien, les 100 € pour le SMIC, les heures supplémentaires, voilà, et désocialisées, et puis donc la CSG pour les anciens, moratoire d'1 an. Bon, c'est léger, hein. Ils comprendront jamais rien. Ils comprendront jamais rien. C'est des gens, ils vivent pas comme nous, ils sont pas dans notre monde. Ils peuvent pas vivre. C'est pas possible qu'ils nous comprennent. C'est impossible. Ça est indigne. On nous prend vraiment pour des ploucs. Mais des ploucs qui vont rester là, jusqu'au bout. Même des chiens, on ne les traite pas comme ça. Là, c'est la colère parce que là, j'en ai vraiment... J'ai envie de pleurer. On voit que les premières annonces ratent leur cible parce que ce que les Gilets jaunes demandent, c'est pas de l'argent. C'est de la reconnaissance, c'est de la considération. Ils estiment avoir été humiliés par ce président. Et tant que le président n'aura pas symboliquement un genou à terre, le mouvement ne s'arrêtera pas. Un président fragilisé et à 700 km de l'Élysée, une rencontre insolite. Ça se passe sur ce péage d'autoroute d'Aix-en-Provence. J'allais à Marseille et arrivé à Aix, il y avait les Gilets jaunes qui étaient là et qui bloquaient le péage. Voilà. Et je suis descendu de voiture et voilà, j'ai échangé avec eux. Très sympathique, on voudrait vous voir. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous rencontrer? 43 jours après le premier samedi de manif, Bernard Tapie est de retour à Paris. Il veut aider les Gilets jaunes à structurer le mouvement. Rendez-vous est pris à son domicile, un hôtel particulier du 7e arrondissement de la capitale. L'objet de la réunion, c'est de comprendre d'abord s'il y avait vraiment des dénominateurs communs entre eux, deuxièmement, comment ils envisageaient l'avenir, et puis troisièmement, s'ils avaient besoin d'un coup de main, j'hésiterais pas à leur donner. Autour de la table, 8 gilets jaunes, dont Ingrid Levavasseur, devenue en 1 mois et demi une figure du mouvement. Et un écrivain ami de l'homme d'affaires, Alexandre Jardin. À l'époque, j'étais publié chez Grasset. Grasset, c'est juste en face de chez Tapie, rue des Saints-Pères. Mais ce que j'entendais de l'autre côté... Mais enfin, Alexandre, tu vas pas serrer la main de ces gens-là. Les élites parisiennes ont été d'une telle connerie, d'un tel mépris social d'emblée, qu'il y a eu très peu de gens ayant des relais dans Paris qui voulaient bien leur parler. D'où cette scène très extravagante chez Tapie. Mais pour l'élite parisienne, tout ça, ça pue. C'est pas le peuple dont eux rêvent. Et donc, Bernard Tapie nous attend sur son perron. Il nous dit bon, on est désolé, on a fait simple, le personnel est en vacances. Alors, moi, j'ai envie de rire parce que je me dis bah oui, je comprends parfaitement. C'est très aimable à vous de mettre votre personnel en vacances. Bon, je me tairai, je dis rien, parce que je me dis, encore une fois, d'habitude, c'est plutôt moi le personnel. Donc je suis contente qu'ils soient en vacances, en fait. Je suis contente de manger des cacahuètes et de boire une canette. C'est très bien, ça me va. Tapie se lâche et mi en se marrant, mi truc, il leur dit, les enfants, c'est insupportable ce monde de règles, de trucs, vous avez raison de tout faire péter, machin. Il dit, parce que c'est vrai que sur la route, avec les Ferrari, on peut plus rouler à 300, quoi. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir regardé, je lui ai dit, t'as raison. C'est le principal problème des Gilets jaunes, c'est de rouler à 300 avec des Ferrari. Mais en même temps, on est en France, c'est nanar. Et puis c'est la grande gueule qui fait la nique aux élites. Faut pas oublier quand même qu'à la base, Bernard Tapie, c'est un mec qui est parti de rien et qui a fait du porte-à-porte et qui a vendu des télés. Donc voilà, faut pas oublier le départ. Mais que font les Gilets jaunes chez Bernard Tapie? Sont-ils venus chercher de l'argent?
À aucun moment, on a eu de bac chiche ou ni quoi que ce soit. Enfin, il n'était pas question. De toute façon, nous, on le dit à ce moment-là. On dit, nous, on veut rien, en fait. On n'attend rien de vous. Est-ce que vous avez financé le mouvement des Gilets jaunes? Mais j'en ai rien à foutre. J'ai pas donné un bal et puis les soupçons, je m'en branle. Vous comprenez ça? Peut-être que vous allez comprendre que moi, je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que pensent les gens qui sont venus voir. Alors je vous conseille de lire un peu les journaux pour vous apercevoir qu'il y a longtemps que mes biens sont tous saisis et que je dispose plus de compte en banque. Bernard Tapie ne sera pas mécène des Gilets jaunes, pas conseiller politique non plus. Chez lui, ce 30 décembre 2018, la réunion tourne court. D'abord j'écoute. Avant de donner des conseils, il faut être auditeur. Et c'est là où je me suis aperçu que cette réunion serait la dernière parce qu'il n'y avait aucun point commun. Chacun dans son coin. Mais j'ai à cette occasion rencontré des gens formidables, dont cette fameuse Ingrid. J'ai eu la sensation de l'impressionner aussi, par ce que je disais, par l'envie, par la ténacité, par ma détermination. J'ai bien senti que Bernard Tapie s'est dit « Oula, au début il me tutoyait, après il m'a vouvoyé ». Et du coup, il savait plus trop, quoi. Il s'est dit « Mais à qui j'ai affaire, en fait ?» Alors elle, très convaincue des problèmes à régler, mais comme moi, un peu désarmé de voir le peu d'unité qu'il y avait entre eux. Je me rends compte qu'on ne faisait pas corps du tout parce qu'on n'était pas du tout sur les mêmes valeurs, tout simplement. Moi, je me battais pour des valeurs plutôt pour plus de justice sociale. J'avais vraiment envie de monter au créneau en ce qui concerne toutes les injustices et les inégalités qu'on peut voir au quotidien. Et à côté de ça, je sentais bien qu'il y avait des égos qui avaient envie d'avoir un poste, quoi. Un poste, un boulot et gagner de l'argent, quoi. Et du coup, ça dénotait complètement. 43 jours après le début de la crise, ça se complique pour les Gilets jaunes. En Normandie, fin décembre, les Gilets jaunes font ouvertement campagne pour la démission d'Emmanuel Macron. Je vous laisse vous garer sur la droite. Les Français commencent à se poser des questions. On demande la démission de M. Macron. Voilà. Si jamais il part, qui va être? Après, à nous de reconstruire. Vous voyez pas un peu? De toute façon, à nous de mettre en place la 6ème République, madame. Parce que c'est tout un chamboulement que vous demandez là. Bien sûr. Avant, c'était comme ça. Maintenant, on ne sait plus. De toute façon, nous, on ne veut pas empêcher les gens de travailler. Faites tout quand vous allez à Paris, de grâce. Enlevez-moi ces gens qui viennent tout casser. Mais vous savez, monsieur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on en fait, ne peut pas gérer tout ça. Ça ne reflète plus les Gilets jaunes. Les gens qui pouvaient soutenir ou avoir de la sympathie pour le mouvement sans être impliqués disent ils ont quand même obtenu gain de cause et le gouvernement a entendu. Premier élément. Deuxièmement, il y a eu le recours de plus en plus régulier à la violence d'une partie des Gilets jaunes qui a détaché de leur combat une partie de leur soutien qui disait « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». En janvier, à Paris, sur le pont des Arts, la violence monte encore d'un cran. Les images du boxeur qui frappe des gendarmes choquent l'opinion et font le tour du monde. À 700 mètres de là, au même moment, des Gilets jaunes se massent rue de Grenelle, devant le secrétariat d'État du porte-parole du gouvernement. Oh, ils vont rentrer là. Oh les cons. Oh les cons. Le bureau donne sur l'arrière du bâtiment. Moi, je n'entends pas ce qui se passe. On fait une interview avec un de vos confrères du Monde. Et en fait, on s'est aperçu que c'était déjà assez chaud sur les bords de Seine, vers le musée d'Orsay. Et curieusement, les rues avoisinantes de celles du ministère n'étaient pas du tout bloquées. On s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, parce que si ça chauffe, je sais pas comment on va faire quand même pour ressortir. On entend en fait quelqu'un qui crie très très loin dans le ministère, parce que les ministères sont toujours assez vastes. Dégagez, il faut bouger, dégagez, il faut bouger. En fait, c'était l'officier de sécurité de Benjamin Griveaux qui arrive en trombe. Mon officier de sécurité rentre dans le bureau et indique de manière assez impérative qu'il faut quitter le bureau du ministère. On met le feu! On met le feu, on
dedans. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas et on commence à courir. Il a ouvert la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur du ministère. Et donc, on a couru dans ce jardin. On s'est arrêté un moment parce qu'en fait, il y avait une porte qui donnait sur une rue adjacente. C'est une sorte de passage secret du ministère, donc il fallait ouvrir la porte. Ah ben, on traverse ce jardin et on passe par un passage que je ne vais pas donner parce que ça relève, voilà. Et on arrive rue de Varennes et on se rend à Matignon. Ce samedi 5 janvier à Matignon, c'est le Premier ministre en personne qui réconforte Benjamin Griveaux. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu veux pas une bière? Je crois que c'est sa première phrase. Ben, il me dit est-ce qu'il y a eu de la casse? Est-ce que ça va? Est-ce que tes équipes sont en sécurité? Enfin, c'est la première des réactions quand vous avez ce type d'événement qui se produit. Et puis, moi, je lui dis très vite que je souhaite pouvoir y retourner si le lieu est sécurisé. D'abord pour voir les dégâts qui ont été faits, et puis pour pouvoir tout de suite dire, voilà, c'est pas une affaire personnelle. Pas faire la victime ou le martyr, ça n'aurait aucun sens. C'est vraiment la République, je crois, qui était visée à ce moment-là, et nos institutions. Malgré ces samedis de violence, retransmis en direct sur les chaînes info, la solidarité demeure sur les ronds-points. 50 jours après le début de la révolte, les revendications des Gilets jaunes ont un peu changé. Enfin, moi, je rêve que tous les ronds-points de France, ils deviennent une table ronde où ce sera des ateliers des lois pour décider ce qu'on veut dans une constitution, quoi. La tonalité initiale du mouvement est quand même plutôt droitière. Donc on est sur une lutte de contribuables, de gens qui payent l'impôt, qui payent la taxe, qui sont assez hostiles à l'État. Et donc Marine Le Pen, tout de suite, a senti que la grammaire, les références de ce mouvement lui étaient plutôt familières. Et puis, il y a eu, par l'extrême gauche, parce que c'est au départ des idées d'extrême gauche, ce RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui est arrivé par le biais d'assemblées, de réflexions sur les ronds-points. Les gens proches de la France insoumise et autres sont venus parler du référendum. Le RIC, c'est l'outil démocratique, le seul outil démocratique qu'on peut avoir à notre disposition. Les Suisses l'ont fait, les Italiens l'ont fait, d'accord? Nous, aujourd'hui, quand tu leur en parles, tu sais très bien que ça les gêne, parce qu'ils évitent la question à chaque fois, ils votent en touche, ils répondent même pas. Ils répondent même pas, on nous parle d'une concertation de 3 mois, mais nous, c'est pas une concertation de 3 mois qu'on veut. Aujourd'hui, moi, ça me dérangerait pas d'aller voter toutes les semaines pour valider les lois. Là, les lois, elles passent à 3 h du matin. Les lois, elles passent dans la nuit, ils sont 40, 50, ils font les lois à 3 h du matin. En fait, le fond du pays était dans un tel rejet, dans un tel rejet dans une telle crise de la confiance, que le principe même de la délégation ne fonctionne plus. Et ce qu'a exprimé, au fond, le mot RIC, c'était le désir d'une démarche démocratique se passant d'une délégation du pouvoir. Les Gilets jaunes réclament plus de démocratie directe et moins de violence policière. Apparemment très tendu à Bastille, je vais essayer d'aller voir. Petit coucou quand même. On est là et on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, on y va. Jérôme Rodriguez habite Tremblay en France. C'est un plombier de 40 ans. Tous les samedis, avec son téléphone, il filme et diffuse en direct les images des manifs. J'essaye d'être le témoin de ce qui se passe au sein des manifs. Tu vois, à défaut d'être un leader ou je ne sais trop quoi au sein du mouvement, plus un témoin acteur de ce qui se passe. Tu vas bien? Et toi? Très bien. Mais ça sert à quoi de déposer un trajet si on peut jamais aller au bout? Attention, c'est les black box qui vont attaquer. C'est pas les flics pour le coup. C'est quelqu'un qui a eu une carrière, une assez belle carrière, manager, responsable dans un gros magasin de jouets à Paris. Il a été manager chez Disney. Et puis, il a eu un accident de vie. Il a quitté son travail. Il s'est retrouvé quasiment à la rue. Au moment où le mouvement éclate, il est plombier depuis quelques mois. Et il est en train de se reconstruire. Ce samedi 26 janvier 2019, comme à son habitude, il filme les événements sur sa page Facebook. Veuillez partager les amis, j'ai oublié de partager. Là, vous avez les black blocs qui attaquent la police. Pourquoi ils font ça, putain? Ils nous niquent tout. Ça se passait bien. Ça se passait terriblement bien, quoi. 1 heure auparavant, j'ai 3 gars qui me disent bonjour sur la manif et qui m'appellent Monsieur Rodriguez, à défaut de m'appeler Jérôme. Et je me pose un peu la question et j'apprends que ce sont des flics au sein de la manif, mais qui sont là pour encadrer la manif quelque part.
Et je leur dis, ah, vous me faites peur à m'appeler comme ça. Mais non, vous inquiétez pas, Jérôme, tout va bien. Nous, on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Attention, ça charge! On va chercher un mec. Partagez, les amis. Ça part en couille à la Bastille. Je vois, c'est la guerre totale sur la Bastille, que ça canarde de partout, que les casseurs sont en action. C'est un peu l'enfer et j'invite tout le monde à dégager de là, quoi. Faut partir, là, les jaunes, faut qu'ils partent. Faut que les jaunes y partent, Et à ce moment-là, il y a un mouvement de policiers qui, pour moi, qui viennent pour venir dans ce sens-là, si tu veux. Et moi, comme je suis pas là pour les emmerder, je fais un mouvement de recul pour pouvoir les laisser bosser tranquillement et faire ce qu'ils ont à faire. Non, attends. Puis au final, ils se sont arrêtés à 10 mètres et ils m'ont shooté. Je vois, Je sais pas où on m'a tapé, mais je sais que j'ai très mal et qu'on m'a tapé quelque part. Je me souviens d'un mec avec, je crois, un fort accent du Nord qui crie putain, ils lui ont pété un œil, quoi. Ils ont crevé un œil. Appelez les médics. Oh les cons, putain, l'œil avec eux, il est éclaté, ils ont éclaté l'œil. Et là, j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Ça pue les gaz, je sais pas trop ce qui se passe. Et j'ai l'impression de temps en temps de m'échapper. Appelez le SAMU. Appelez le SAMU. Serre-moi la main, t'es avec moi. Mon téléphone. Il est là. T'inquiète pas, il est là. Prévenez ma famille, On va le mettre dans ta poche. Prenez ma famille dans le live. Il a été blessé, on va couper le live. Et je vois pas mon œil parce que tout est gonflé, donc je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai pas... Voilà, la seule chose, c'est voilà, trouvez-moi un médecin qui me dise ce qui se passe. Puis là, ils en ont conclu que plus jamais je verrai et qu'il n'y aurait pas de miracle, de toute façon. Vas-y, engage-le. Dégagez. Jérôme Rodriguez devient une icône emblématique de cette violence policière que les médias, en fait, ont nié assez longtemps, en tout cas qu'ils ont passé sous silence assez longtemps. On est passé un peu à côté de tout ça. Le ministre de l'Intérieur, lui, nie toute bavure des forces de l'ordre. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. La bonne utilisation du LBD, déjà, et c'est ça qui n'a pas été fait, c'est qu'on ne vise jamais la tête, normalement. Pourtant, des policiers fautifs se sont confiés à ce journaliste du Monde. J'ai mis la cartouche, j'ai vu un manifestant, j'ai visé la tête et j'ai tiré, sans raison. C'est une policière qui a témoigné du fait que elle avait utilisé le LBD en tirant dans la tête d'un manifestant. C'était un témoignage très fort. C'était un témoignage qui raconte aussi la part d'humain qu'on oublie trop souvent dans la police nationale. Mais j'insiste aussi sur quelque chose, c'est pas parce qu'elle racontait ça que l'ensemble des gens qui ont tiré dans la tête sont des gens qui ont craqué. Il y a eu un problème systémique avec le LBD, un problème avec cette arme où on a vu un nombre de blessures beaucoup trop importantes pour qu'il soit juste le fruit de craquages individuels. Le bilan est lourd. 43 gilets jaunes blessés à l'œil par des tirs de LBD. 38 hommes, 5 femmes, 9 ont été énucléés. Un décompte établi à partir des données des services d'urgence et publié par une très sérieuse revue britannique, The Lancet. Le problème LBD est aussi dénoncé par les Nations Unies. In France, the Gilets jaunes have been protesting what they see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the government to continue dialogue, including follow-up to the national discussions which are currently underway, and urge full investigation of all reported cases of excessive use of force. Le Conseil de l'Europe est encore plus clair. La commissaire recommande aux autorités de suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. À ce jour, le lanceur de balles de défense est toujours utilisé par les policiers et les gendarmes français chargés du maintien de l'ordre. Après 80 jours de révolte, c'est l'impasse.
certains gilets jaunes croient avoir trouvé la solution et elle serait politique. Voilà donc des gilets jaunes en route pour les européennes. Ça, c'est une aide-soignante de 31 ans, Ingrid Levavasseur, qui se lance. L'une des figures du mouvement, vue notamment... Et le nom de la liste. Qui avait aussi renoncé... Le RIC ou gilet jaune la liste. Enfin, tu vois, je sais pas, il m'a parlé de ça, Marc, tout à l'heure. C'est pour ça que je te pose la question. Il y a un taux d'abstention qui est juste énorme. Énorme. C'est quasiment 60% d'abstention pour les européennes. Donc si enfin on leur donne envie d'aller voter et qu'on touche, admettons, plus de la moitié de ces personnes qui s'abstiennent d'aller voter, ça n'aura plus rien à voir. Mais à peine lancée, la liste Gilets jaunes d'Ingrid Levavasseur est contestée par la base. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Bonne soirée. Je suis Alice Bouillaguet, la rédactrice en chef de l'émission. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie. Voilà, vous avez une dure journée, hein, c'est ça? Aujourd'hui, vous étiez un peu... Oui, bon, pas plus difficile que depuis le début du mouvement, mais c'est vrai que... Puis ça m'a l'air sacrément costaud en interne et voilà. Donc faut avoir les Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. En direct et en prime time ce soir-là, la tête de liste Ingrid Levavasseur est bousculée par une autre gilet jaune. Je voterai pas pour elle. Pourquoi? Je lui dis carrément, il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Ben, je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, on n'en parle plus. Vous êtes une vraie femme politisée, puis c'est tout, vous pouvez enlever votre gilet, c'est mort. Vous, de toute façon, vous créez un parti politique, vous prenez le RIC. Mais qu'est-ce que vous allez proposer, madame? Qu'est-ce que vous allez proposer pour la suite? Nous, on va proposer par la suite, et on attend. Eh ben, allez-y, proposez. C'est pas très juste, mais je lui en veux pas parce que je pense qu'elle est juste pas encore à la même réflexion que nous. Parce que quand je lui ai dit, et après, les municipales, il va y avoir des gilets jaunes qui vont se présenter aux municipales. Et puis les présidentielles, il y aura aussi des personnes qui, à mon avis, se sont manifestées là, mais qui se présenteront aux présidentielles. Quelques jours plus tard, la liste Gilets jaunes d'Ingrid Levavasseur reçoit un étonnant soutien venu de l'étranger. Le numéro 2 du gouvernement italien, Luigi Di Maio. Votre mouvement 5 étoiles affirme vouloir aider les Gilets jaunes, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous soutenons les Gilets jaunes et s'ils se présentent aux élections européennes, nous serons là pour soutenir leur groupe. Et dans les prochains jours, nous aurons des contacts avec eux. Luigi Di Maio drague la liste Gilets jaunes pour enfin exister face à Matteo Salvini et pour fragiliser le président français. 80 jours après le début de la révolte, l'épisode le plus surréaliste de cette histoire des Gilets jaunes se passe dans le Loiret, à Montargis. Bon, il est 21h à peu près, je rentre de Paris et j'habite à la campagne et je passe par une petite route et tout d'un coup, une harde de sangliers me sort sous le nez de la voiture. Au moment où le téléphone sonnait, je réponds, c'était un de nos collègues de France Bleu Orléans qui me demandait si j'étais au courant de la visite de Luigi Di Maio. Alors j'ai dit, attendez, je me récupère parce que j'ai hésité les sangliers, alors je vais tâcher de lui répondre, et je lui ai répondu que j'étais absolument pas au courant. La liste Gilets jaunes a choisi Montargis pour sa proximité avec Orly, où Luigi Di Maio a atterri 1 heure plus tôt, et parce que cette ville du Loiret est un fief du mouvement. Les candidats Gilets jaunes aux européennes accueillent le vice-premier ministre italien ici, à l'Hôtel de France. La photo est prise dans la cour de l'établissement. Sauf qu'une fois arrivé, Luigi Di Maio dit « Mais où est Ingrid Levavasseur ?» Et en fait, Ingrid Levavasseur n'était pas là. Donc eux ont dit que j'avais un problème familial. Donc lui, il s'est dit « Mais c'est quand même fou, on traverse toute la France, l'Italie, la France pour venir et Ingrid Levavasseur n'est pas là, c'est la tête de liste, voilà, c'est avec elle qu'on voulait parler. » C'est juste une illustration de cette inorganisation, de ce bazar inouï qu'a été cette liste pour les européennes. Son collaborateur finit par m'appeler. Et il m'appelle, il me dit « Écoutez, vous n'étiez pas là, c'est dommage. » Et moi, je lui dis la vérité. Je lui dis « Écoutez, je n'étais pas au courant de votre venue, je l'ai su hier matin, voilà, c'était impossible pour moi de s'organiser. » C'est un peu le chant du cygne des listes pour les européennes, cette histoire. Et puis, je me rends compte qu'en fait, tout le monde communique entre eux et que je ne suis pas vraiment au courant. Bon, ainsi soit-il, hein, c'est comme ça. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on continue à échanger. Quelques jours plus tard, à Paris, Ingrid Levavasseur se fait insulter puis agresser dans une nouvelle manif des Gilets jaunes.
scène horrible parce que, en fait, à l'intérieur, j'ai une trouille immense. Je me dis, je vais mourir. Et en même temps, il faut surtout pas montrer que j'ai peur. J'ai le droit d'être... Et il y a une femme qui me dit, ne t'inquiète pas, on est là, on est des insoumis et on va prendre soin de toi. Et je la regarde comme ça, je comprends pas et je lui dis, mais quel est le rapport là? Je suis en train de me faire agresser en fait. Et elle me dit, on est de la France insoumise, tu t'en rappelleras. Et là, je me dis, non mais là, c'est surréaliste quoi. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Ces restes veulent pas me passer. À un moment donné, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui bute et je me dis, ils vont pas me laisser passer, ils vont pas me laisser sortir de la manif, quoi. Et en fait, je leur dis, s'il vous plaît, laissez-moi sortir, ils vont me défoncer. Parce que c'était ça, quoi. Et du coup, il y a le supérieur, je pense, qui arrive derrière et qui dit, on la laisse sortir. Ingrid Levavasseur jette l'éponge. Elle ne sera pas candidate aux européennes. Une partie des Gilets jaunes a viré au noir, le noir des Black Blocs. « 119 jours après le début de la révolte, un symbole du Paris chic est la cible des Gilets jaunes qui ont choisi la violence. Le Fouquet's est en feu. Le Fouquet's qui est vraiment en grande partie détruit. Hein. Je suis en train de constater les dégâts en même temps que vous. Il y a même un feu à l'intérieur. Le soir même, j'ai retrouvé un groupe de Gilets jaunes. Ce qui m'a marqué, c'est que je m'attendais quand même, après ces destructions, à ce que ce groupe, où il y a les proches de Rive Drouet et tous ces piliers un peu plus secrets du mouvement, disent, bon, là, on a été trop loin. Et non, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, en fait, de cette journée. Ils étaient heureux, ils étaient fiers, ils se montraient leurs photos. L'un avait posé sur le fauteuil du Fouquet's, l'autre avait ramassé une petite cuillère, le troisième... Voilà. Donc, j'ai vu à ce moment-là à quel point, en fait, cette violence avait gagné les esprits et avait gagné tout simplement. Ce 16 mars 2019, sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes vont même jusqu'à célébrer les Black Blocs. Ces applaudissements, cette haie d'honneur, c'est une mise au grand jour pour le grand public. C'est la radicalisation de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais qui sont ces ultra-jaunes qui ont rejoint les Black Blocs? Depuis quelques jours, je suis en contact avec 3 d'entre eux qui finissent par accepter de témoigner à visage caché. J'ai 47 ans, je suis chef d'entreprise dans le mouvement depuis le 17 novembre, jamais manifesté avant. 49 ans, mère au foyer, 3 enfants. Pareil sur les manifs depuis le 17 novembre, jamais manifesté avant non plus. 33 ans, sans emploi. Concrètement, votre moyen d'action, c'est quoi? Vous faites quoi? Moi, je casse. Vous cassez? Ouais. Sans aucun scrupule. Et on a les marteaux, on a les piolets, on a les massettes, on a les matraques. Peu importe. Les cibles que vous visez, vous, quand vous êtes en manif, c'est ceux quoi? qui payent pas leur impôt en France, en fin de compte. Toutes les grosses banques, il faut tous les massacrer, il faut arrêter de travailler avec eux, il faut arrêter de les faire travailler. Nous, les petites entreprises, on a le droit à rien. Si on a le droit de travailler, bosser, fermer sa gueule. Et c'est tout. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes comme nous, en fait. Derrière les gilets jaunes, il y a beaucoup de gilets noirs. Il y a énormément de femmes, justement, derrière ces gilets noirs, en fin de compte. Et vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Il y a beaucoup de femmes. Il y a énormément. C'est énorme. C'est énorme. Des femmes. C'est énorme. Comment vous l'expliquez ça, qu'il y a beaucoup de femmes? Le frigo, les enfants. C'est eux qui gèrent tout à la maison. C'est elles qui gèrent tout à la maison. Qui voient la misère. Elles en ont marre de voir le frigo vide, elles en ont marre de voir leurs gamins qui pleurent pour pas pouvoir acheter... faire un petit ciné, faire une petite sortie, un petit extra. Un petit parc, un truc comme ça. Donc forcément, elles sont encore plus violentes que nous. Ce qui va rester dans l'inconscient collectif, comme grande leçon de ce mouvement, c'est que la casse paye. Et ça, c'est très, très dangereux parce que c'est un préalable qui est redoutable. Emmanuel Macron a sorti le Canadair, 11 milliards d'euros, mais le message qui a été envoyé, c'est que si on ne casse rien, si on ne casse pas, on n'est pas entendu. Et donc ça, je pense que on n'a pas fini d'en payer les conséquences dans les mois et les années qui viennent, parce que cette leçon, ce bilan-là, il a été très fortement partagé et ressenti par beaucoup de nos concitoyens.
Que s'est-il passé au fond depuis le mois d'octobre dernier dans notre pays? Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès dans un monde incertain et où, il faut bien le dire, il a eu le sentiment, durant plusieurs années, de plutôt subir des reculs. Un an plus tard, que sont-ils devenus? Le groupe d'ultra-jeunes que j'ai rencontré n'est plus actif. 2 de ses membres ont été interpellés par la police. Ils purgent des peines de 8 à 16 mois de prison ferme. Éric Drouet se fait plus discret. En octobre 2019, il s'invite à la grande manif des policiers en colère. On va ras la casquette, ras le képi, ras le bol, policiers, policiers. Ils viennent manifester pour leurs conditions de travail. Ils devraient aussi manifester pour les ordres qu'on leur donne chaque week-end. Eux, ils ont accepté d'être contre le peuple. Ceux qui ont accepté de cet ordre-là, c'est pas nous. Maintenant, on passe la parole à Priscilla Ludowski, porte-parole du mouvement Gilets jaunes. Priscilla Ludowski travaille, elle, à la convergence des luttes avec les écolos qui décrochent les portraits du président. Alors, je pense qu'on est d'accord pour dire que la désobéissance civile, c'est légal. C'est obligatoire. Voilà, quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une inaction, on se doit de désobéir aux lois qui sont injustes. Et si jamais vous prévoyez d'autres actions de décrochage, moi, je vais en faire partie. Voilà. Parce que je trouve qu'on devrait tous agir en ce sens-là, chacun a son mode de lutte. En septembre 2019, l'auteur de la vidéo virale contre le matraquage fiscal est l'invité du MEDEF, la gilet jaune Jacqueline Moreau. Jacqueline, vous me reconnaissez? Oui. Et je voulais juste vous serrer la main. On est encore des ovnis. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Très bientôt. Merci d'être venu. À très bientôt. C'est bien. Merci. Hier soir, je mets une photo de la scène. Je reçois des guillotines dans la nuit. Enfin, c'est... Ah, il y a des fois, je me dis... je me demande pourquoi je me bats pour eux, quoi. Année compliquée aussi pour Mathieu Blavier, le gilet jaune anonyme de Matignon. J'avais des menaces de mort, mais des menaces de mort qui émanaient pas forcément des gilets jaunes, qui aussi émanaient d'autres personnes, on va dire des opposants aux gilets jaunes. Et donc du coup, ils ont mis tout un système de sécurité avec les renseignements généraux. Du coup, j'ai des patrouilles du coup de temps en temps qui passent autour de la maison. Voilà, je suis plus ou moins sous protection, voilà. Mais là, je suis arrivé à un point où en France, j'arrive plus trop à me situer en France et j'ai besoin de prendre un peu de recul sur la situation. Du coup, je vais m'expatrier en Irlande pendant quelques mois. Je pense que j'ai besoin de prendre du recul pour revenir plus fort. Ingrid Levavasseur veut se présenter aux prochaines municipales chez elle, à Louviers. Elle a aussi créé une association pour que la loi protège mieux les mères célibataires. Ce mouvement, comme je l'ai dit à mes enfants, ça n'arrivera qu'une seule fois dans la vie. C'est ce soulèvement des gens invisibles, parce que c'est ça, on est des invisibles. Avant, j'avais honte. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir honte, finalement, parce qu'il y a des gens qui sont moins aisés, et c'est ça la réalité, mais il ne faut pas avoir honte de dire ses difficultés. Jérôme Rodriguez est devenu l'icône des Gilets jaunes. Ouais, ma vie, ouais, elle a changé. Ouais. Elle a changé. Elle a changé et... Merci, mon ami. Bonne journée. C'est quoi ton prénom? Laurent. Merci, Laurent. Ouais. C'est super sympa. Merci. Laurent, vous le connaissez d'où? C'est un personnage de l'histoire de France capitale, parce que les Français, ils sont... Macron le disait à son discours. Pour la candidature, il disait « La France est révolutionnaire ». Ben voilà, elle est révolutionnaire, et ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Là, il dit un mot fort, il dit c'est un personnage de l'histoire de France. Ouais, là, putain, oui, c'est costaud. Mais tu sais même pas les mots que les gens, ils emploient. Moi, des fois, même, ça me gêne. Hein. Tu sais, t'as des gens, ils me touchent et ils se mettent à pleurer, quoi. C'est dingue, hein. Mais que retiendront les manuels d'histoire des Gilets jaunes? La violence? Les milliards? Ou le 17 novembre 2018? La date symbole de cette révolte de la France des invisibles.